la zététique. Et Henri Brock appelait la zététique, il la définissait plus simplement que ce que je viens de faire, par l'art du doute. L'art du doute qui est parfaitement l'opposé de la mécanique du soupçon, qui est à la base des théories conspirationnistes et des fake news, ce qui nous amène à notre conférence d'aujourd'hui et à ce dont Vincent va nous parler. Voilà. Alors, juste encore deux petits mots pour vous parler de notre contenu type. On avait créé un Tipeee à la base. La mauvaise idée par les temps qui courent, voilà. Donc du coup, on a fermé notre Tipeee. Et vous pourrez trouver Skeptics in the Pub Liège sur Tipeee assez facilement. Voilà. On va faire une rencontre tous les mois. On va essayer de permuter entre des sujets un peu plus d'actualité comme aujourd'hui sur les fake news et par des sujets un peu plus légers. Le mois prochain, on reçoit Jérémy Royaux du comité Para qui va venir nous parler des sorcières, voilà, et de la sorcellerie et de l'histoire de la sorcellerie, mais toujours de manière critique et avec un but cartésien. Et sur ce, je laisse la parole à Vincent pour sa conférence. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. On est bon. Bonsoir tout le monde. Alors, tout d'abord, désolé, je suis extrêmement fatigué et extrêmement stressé d'être ici face à vous ce soir parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça devant un public qui n'est pas un public d'école et en plus qui est des sceptiques, zététiciens, machin. Vous êtes des gens intelligents, je peux pas vous raconter n'importe quoi malheureusement. Donc ça peut me retomber dessus et ça m'est arrivé relativement régulièrement. Aujourd'hui, je vous ai préparé un gros PowerPoint qu'à mon avis, je vais pas avoir. Attendez, je vais prendre juste mon timer ici, comme ça je vois un petit peu le temps que je dois durer. Je vais pas tout faire sur ce que j'ai prévu. Dans quelques minutes, j'arrêterai de trembler. Normalement, ça devrait bien se passer. Ça va, vous allez bien? Ouais. Super, merci. Vous êtes contents? Ouais. Donc voilà. La raison pour laquelle je suis là et la raison pour laquelle en fait je fais depuis quelques années, tout le monde me connaît, donc je n'ai que nom, enfin je résume quand même un peu, bon je vais résumer. Donc je suis Vincent Flibustier, je crée depuis quelques années, ici on avait une vidéo mais je vais la passer, donc c'est Sylvain Duric, Chris Cosmic qui dit que c'est à cause de moi qu'en fait il n'est pas président de la France maintenant, et donc je suis un criminel à cause de cet article. Et effectivement, depuis quelques années, depuis maintenant 7 ans, il y a 7 ans, j'ai créé WordPress après une soirée très très éméchée à Liège d'ailleurs, parce que j'habitais à Liège à l'époque. Et j'ai décidé de créer un site d'information, de fausses informations, qui va faire du plus con que Sudpresse, que vous connaissez bien ici, la Meuse, tout ça, en me disant, mais putain, ces gens gagnent de l'argent avec des infos vraiment bas de plafond, débiles, les bébés à la friteuse, à l'autre bout du monde, machin. Il y a moyen de faire du fric avec ça. Et du coup, effectivement, les premiers articles de WordPress, c'était des trucs... il n'y a pas d'enfant, ça va, je peux le dire. Un zoophile meurt d'une éjaculation de cheval, un nécrophile se coince la bite dans une tombe. Un condamné à mort demande un enfant comme dernier repas et on lui donne, c'est un enfant africain qui est malade, machin, enfin bref. Ça marchait très bien, c'était même pas tellement de la satire du monde politique ou social qui nous entoure, c'était vraiment de la fake news un peu bidon, qui fait pas tellement de mal finalement, mais qui sert surtout à générer du clic, et en fait aujourd'hui on en parle assez peu. La plupart des sites de fausses informations qui gagnent beaucoup d'argent, c'est avec ce genre de trucs, parce qu'en fait c'est très difficilement vérifiable. J'ai un copain, une connaissance que j'ai qui est aux États-Unis. Il a un site qui s'appelle World News Daily Report. Le gars ne fait que des infos comme ça qui sont quasiment invérifiables parce que quand vous racontez un massacre d'un type qui a mangé 12 personnes, un type qui a mangé 12 témoins de Jéhovah et 40 facteurs par exemple, c'est très dur à vérifier parce que ça pourrait être juste dans un petit journal local et puis les fact-checkers s'en foutent. Mais ça fonctionne, c'est ça qui fonctionne le mieux. Bien plus que des infos politiques, bien plus que des infos qui seraient méga trash. Donc ça évidemment on s'y intéresse pas trop. Il y a un business de la connerie, ça c'est certain. Il y a un business des trucs glauques, on a les nouveaux détectives, les machins depuis des années. Et sauf que là l'idée c'est d'assumer complètement, de faire des fausses informations, de diffuser n'importe quoi. Il se fait qu'au début c'était juste pour faire marrer les copains, voilà, comme ça n'avait vraiment aucun autre but que le trolling débile. Ensuite j'ai mis de la pub dessus, ça a commencé à rapporter un peu d'argent. À un moment, même beaucoup d'argent, parce qu'on était sur quelques mois, des 10 000 € par mois pendant 2-3 mois, et bon, ça s'est arrêté pour plein de raisons. À la fois parce qu'il y a eu
une grosse attaque massive de fact-checking et de déréférencement des grosses plateformes, mais surtout moi de mon côté parce que j'ai voulu arrêter quand il y a eu, ou en tout cas me calmer, et en tout cas faire attention, quand il y a eu d'abord le Brexit, puis l'élection de Trump. Même si pour les deux événements, je pense qu'on a tendance à résumer par exemple l'élection de Trump aux fausses informations sur Internet, alors que c'est beaucoup plus large que ça, et personnellement, je suis pas convaincu que sans toutes ces fausses informations, il n'aurait quand même pas été élu. Donc voilà. Mais c'est sûr que déjà à ce moment-là, je me suis dit, mais putain de merde, ça va arriver chez nous, parce que simplement parce que c'est des cycles, c'est normal, mais on a toujours tendance à importer un peu le modèle américain, donc c'est évident que ça allait arriver. Aujourd'hui, on voit sur Twitter, on a un George-Louis Boucher qui a un petit Trump en puissance. C'est ces mêmes méthodes, c'est ces mêmes trucs qui arrivent de toute façon. Il suffit de regarder les États-Unis, si vous aimez la série South Park, il faut vous regarder les anciens épisodes, ils avaient tout prévu de ce qui nous arrive maintenant, c'est phénoménal, c'est formidable. Et ça m'a fortement inquiété. Et en arrivant, il y a 1 an et demi maintenant, la crise Covid, là je me suis dit, et là vraiment pour la première fois, j'ai vraiment fait preuve un peu d'éthique entre guillemets, en me disant, mais c'est beaucoup trop grave, je peux pas diffuser un truc comme quoi, ouais, l'eau de Javel soigne le Covid machin, il va y avoir des morts, quoi. Enfin, et il y en a eu, à cause de Trump, tout votre couillon. Il y a maintenant plein d'overdoses d'ivermectine aux États-Unis, enfin, les gens sont fous, les gens sont cons, les gens croient n'importe quoi. Et c'est terrifiant d'autant plus que moi, dans mon vécu personnel, j'ai ma mère qui est, que j'ai découvert hyper complotiste, pro-Trump, va sauver le monde et libérer les enfants pédophiles, etc. Et j'ai essayé de la confronter avec ça, et elle est persuadée maintenant, ma propre mère, que je bosse pour Soros, quoi. Enfin, c'est terrifiant. Et j'ai un frère aussi, un demi-frère, qui est d'un autre côté de la famille en plus, qui lui croit que la Terre est creuse et qu'on nous ment à tout niveau, quoi. Voilà, vraiment on nous ment sur tout, parce que quand tu crois que la Terre est creuse, on te ment sur tout. Et je pense qu'on a tendance, et c'est vrai que beaucoup de zététiciens, par exemple, travaillent sur ces questions de sorcellerie, de paranormal, de fake med, de parascience, etc. Et en fait, beaucoup de gens considèrent, même chez nous, par exemple, dans les médias traditionnels, vous avez eu Dominique Lehmann, le voyant de Star et la Star des Voyants, qui fait un JT sur RTL, quoi. C'est délirant, c'est pas étonnant pour moi que les gens croient n'importe quoi quand on donne une crédibilité à des horoscopes, quand on donne une crédibilité à des gens qui soignent avec des cailloux. Donc à un moment, c'est normal parce qu'on permet aux gens de croire à ça, on permet de faire croire en fait que toutes les opinions se valent un petit peu, sauf qu'aujourd'hui on en subit complètement les conséquences. Et du coup, j'ai pas envie d'une certaine manière d'en vouloir à tous ces gens qui disent et qui se retrouvent un petit peu entre les deux feux et qui choisissent le mauvais côté. Mais à la fois, moi je me considère comme un site qui a eu plein d'injustices, je vais y dire après justement. Ah bah non, en fait, ils sont là. Avec plein de gens qu'on peut considérer comme étant d'un certain système, genre Sud-Presse, enfin, voilà, ils sont très bien installés au niveau politique, etc. C'est énorme. Je suis pas un type qui va lécher le cul de l'État. Et je me suis dit aujourd'hui, et peut-être, enfin, je sais pas exactement quel public, on m'a dit, je vous le dis en toute franchise, hein, qu'il y avait beaucoup de gens un peu, bah, justement, rebelles, qui étaient pas anti-vax, je sais pas quoi, je m'en fous, enfin, c'est pas un problème. On peut discuter. Moi, je pense personnellement qu'ils se trompent. Non pas parce que moi je suis ce que dit le gouvernement et la RTBF officielle machin, parce qu'effectivement quand on regarde le JT de la RTBF, j'en parlais avec un journaliste de la RTB que je citerai pas pour être sympa avec lui, mais il m'a dit on a fait l'exercice pour préparer une émission, en regardant que le JT de la RTBF, on deviendrait complotiste parce qu'on nous informe mal. Et donc c'est évident que les gens vont aller ailleurs. À cause des médias qui font n'importe quoi, et du coup j'avance un petit peu. Ça va, vous allez bien? Oui. Désolé, je suis très stressé. Vraiment, souvent j'ai une salle noire, comme ça je vois pas les regards, et là je vois vos regards en plus. Donc voilà. Et donc je vous parle vite fait de moi, parce que c'est moi qui vous parler de moi, même si j'ai un peu envie. Mais parce que c'est important, je trouve, et c'est une des bases vraiment de la réflexion, et après il y aura 2000 points de théorie au-delà du témoignage et de la réflexion que j'essaye d'amener, parce que je suis censé discuter à peu près 45 minutes, et puis on discute entre nous. Je pense que la source de l'information est hyper importante. Et même si, notamment la personne qui vous la partage. Et je pense que les gens devraient vraiment se mettre... S'il y a une chose qu'on va dire aux personnes, c'est est-ce que cette personne t'a menti 15 fois? Mais alors arrête de suivre tout simplement ce qu'elle dit. Et dans les trucs comme Hold Up ou le docu belge Ceci n'est pas un complot, beaucoup de gens disent oui, mais il y a quand même une part de vrai. Oui, mais quelle part de faux? Enfin, c'est bien gentil, mais évidemment qu'il y a des bonnes choses à prendre et des mauvaises, mais à partir du moment où quelqu'un a raconté 10 fois n'importe quoi, il faut quand même vraiment faire attention, d'autant plus quand la personne n'est pas revenue sur ses propos, parce que si elle a dit oui, je me suis trompé, machin, je reviens dessus, bah voilà, pourquoi pas, ça ne réagit pas et on avance. Mais il y a des gens qui sont des informateurs professionnels et qui sont extrêmement suivis, et souvent par des gens qui n'ont pas conscience
qu'en fait ils sont désinformés complètement. Parce qu'ils ont une posture de rebelle envers l'État, etc. Et moi je viens d'un milieu comme ça, c'est plutôt précaire, j'ai plein de potes, c'est un peu cliché de dire comme ça, mais Tom Canard, machin, la plupart sont pas vaccinés, doute à crever, mais quand je discute avec eux, ils me disent oui, mais t'as vu les mails de Fauci Je dis quoi les mails de Fauci Ils savent pas l'expliquer. Et souvent il y a des incompréhensions et j'ai l'impression qu'en s'informant mieux, et malheureusement c'est la faute des médias que les gens ne sont pas mieux informés, on peut arriver à passer au-dessus de ça. Et une autre chose que vraiment je veux défendre et que j'essaye au fond de mon cœur de défendre, c'est de me dire merde, il y a des gens qui étaient dans des défenses tout à fait légitimes, par exemple sur les violences policières, les gilets jaunes, etc. en France, et qui sont tombés dans un conspirationnisme débile, total, en voulant s'aligner finalement sur les gens les plus extrêmes de leur audience. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent de cette désinformation. Et aujourd'hui, en France par exemple, en Belgique, heureusement, entre guillemets, c'est moins le cas, enfin, on n'est pas entre guillemets, mais des gens comme Florent Philippot n'existaient plus, aujourd'hui ils réexistent grâce au Covid. Et il y a des personnes qui profitent évidemment toujours de cette crise. Et il faut s'en rendre compte, et ça me tue moi personnellement de voir des personnes qui vont traiter les autres de moutons alors qu'ils sont eux-mêmes les moutons d'un autre berger. Et il y a moyen, et moi je veux vraiment défendre ça et me battre pour ça à fond, si vous êtes dans les trucs zététiques, etc., de devenir des apôtres de la réflexion, pas de la vérité, mais en tout cas de la réflexion, pour amener des gens qui se considèrent, et ça a été étudié pas mal de fois, et désolé, je ne suis pas un zététicien, je ne suis pas un type hyper sérieux à ce niveau-là, et j'en suis conscient, je ne vais pas vous citer directement les études qu'il faut lire, etc., et donc voilà, désolé, parfois il y a un peu de ressenti ou de ce que j'ai lu, mais je ne me souviens plus exactement, vous en suivrez, mais les personnes souvent qui tombent complètement dans le complotisme, ils retrouvent une vraie fierté de pouvoir se dire que moi je sais, les autres ne savent pas, moi je suis intelligent et les autres sont cons, moi j'ai compris qu'on nous manipule, etc. Et il y a moyen de retourner ces personnes-là en leur disant mais en fait t'as raison, sur plein de sujets on se fout de notre gueule, sur plein de sujets on nous manipule, sur plein de sujets on nous ment. Mais si tu commences à nous parler des chemtrails, si tu commences à nous parler des reptiliens ou à traîner avec des gens qui considèrent qu'en fait c'est une lutte entre Satan et Dieu, les forces du bien, du mal, et qu'on va violer, tuer les enfants en les vaccinant, machin, ça décrédibilise tout le mouvement social. Et bien souvent, les médias et les pouvoirs ont tendance à utiliser ça. Ont tendance, et d'une certaine manière, à raison, enfin ça n'a pas à raison, mais c'est normal, à amalgamer tout le monde. Et aujourd'hui, il n'y a plus moyen. Moi, personnellement, je suis plutôt pour les passes sanitaires, etc. Parce que j'ai l'impression que je ne suis pas pour, mais comme disait potentiellement, parce qu'on ne sait jamais que les citations de Churchill, la démocratie, c'est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. Pour moi, le reste, c'est un peu le cas. Et voilà. Mais il est critiquable. Mais bien souvent, les gens qui le critiquent, j'ai l'impression, quand on creuse un petit peu derrière, sont dans des trucs vachement loin et vachement débiles. Et j'arrive pas à comprendre que des personnes arrivent à manifester, comme on a vu à Bruxelles, des gens qui se disent de gauche, antifa, machin, tout ce qu'on veut, à manifester avec les soutiens de Jürgen Konings qui voulait tuer un virologue, quoi. C'est hallucinant et c'est délirant. Quoi qu'ait dit Mark Van Rans, etc., on en arrive à des points et à des débilités qui m'énervent et me rendent fou parce qu'en fait, on a vraiment une convergence des luttes entre les gens qui sont anti et qui du coup favorisent finalement ceux qui vont finalement gueuler le plus fort et être les plus forts et être les plus fâcheux derrière, qui sont l'extrême droite, et qui vont récupérer le mouvement, et qui vont se servir de la poussée de tous ces gens-là qui ont poussé en avant. Il y a des gens qui poussent Philippot, qui se disent apolitiques ou même de gauche, parce qu'ils disent « Ah bah c'est le seul qui nous écoute ». Mais oui, mais ils vous manipulent, bordel de merde. Et je pense vraiment qu'on a tous moyen de combattre ça, et qu'on n'a pas le choix en plus, parce que malheureusement, là aussi, je suis très critique de tout ça, tout le monde de l'éducation aux médias, des médias en général, du monde politique, ne s'occupe pas de ces questions. Et aujourd'hui, moi, si je me suis bien informé, ou j'ai l'impression en tout cas de m'informer le mieux possible, parce que voilà, je suis pas très loin de là, c'est plutôt en suivant des gens intéressants qui sourçaient leurs trucs sur Twitter, plutôt qu'en suivant les médias traditionnels. Et quand vous avez des gens qui vont vous dire « Oh, tu regardes juste BFM et RTL et machin », je dis « Bah non, en fait, non, c'est pas effectivement là que je me sens bien informé, parce que même les formats JT, etc. sont trop courts. On ne sait pas développer les choses, les journalistes souvent veulent bien faire, c'est juste que c'est compliqué, et du coup il faut résumer, et du coup voilà. Et bien souvent ils sont cons aussi, et ça, désolé, je le pense pas mal, malheureusement chez les journalistes, franchement c'est pas... Moi je voyais ça comme étant vraiment les esprits les plus brillants de la société, et franchement c'est pas le cas, c'est malheureux. Et ça serait bien d'ailleurs si jamais il y a des scientifiques dans la salle ici, essayer de devenir journaliste et d'y aller, parce que les journalistes aujourd'hui, quasiment tout en Belgique, sont des gens qui ont juste suivi une formation de journalisme,
bien souvent démarrant par des trucs genre roman, etc. Et c'est des gens qui ont des formations souvent littéraires. Et on se rend compte aussi des manques qu'il y a dans le journalisme chez nous, notamment sur toutes ces questions scientifiques, sur toutes ces questions qui sont plus matheuses, ou qui sont plus des questions de réflexion scientifique qui n'ont pas de base. Et c'est vraiment, vraiment ça le problème, mais je ne sais plus où je vais. Ça va? Et donc oui, les procès avec Sud Presse, etc., c'est des gros cons. En résumé. Donc oui, effectivement, moi je me bats contre ce genre de truc, qui est vraiment juste du putaclic fait pour aller... Ils vont payer des gens pour aller prendre des photos d'accidents de voiture, et on se rend pas compte que ces personnes ne nous mentent rien, ces personnes se font bousiller leur vie, on ne les entend jamais, et ça me rend fou, parce que moi, en portant un peu l'étendard de ça, j'ai reçu des dizaines, des centaines, maintenant en 7 ans, de gens qui expliquent comment Sud Presse a bousillé leur vie, et n'ont aucun moyen de se défendre, et personne n'a jamais eu la moindre compensation de quoi que ce soit. Parce que malheureusement, et ça vraiment c'est clair, et ça me désole, quel que soit le parti politique, personne en Belgique ne s'attaquait à Sud Presse. Réellement, c'est fou. C'est vraiment que ce soit écolo, PTB, machin, même des gens, vous voyez, on peut se dire, allez, peut-être un peu de quelque chose, non. Parce que c'est le premier média de Belgique, et qu'ils ont l'impression, et pour moi ils se trompent, qu'ils sont indispensables. Alors que non, Sud Presse, ils vivent parce qu'ils ont plein d'argent public, ils vivent parce que leurs annonceurs ne savent pas qu'ils financent de la merde. Et il y a moyen de les éliminer, ou en tout cas, enfin, on n'en a pas besoin. Donc le politique devrait agir là-dedans, parce que finalement, il y a plein de citoyens mis sur le côté. Et pour finir là-dessus, bien souvent, quand vous regardez les photos de bagnoles, etc., j'ai déjà fait l'exercice, c'est les bagnoles de pauvres. Sud Presse s'attaque à des pauvres, pour un public aussi plutôt pauvre, financièrement et intellectuellement, mais il ne s'attaque jamais à des personnes qui ont de l'argent. Donc c'est aussi une question de lutte des classes, cette histoire, parce qu'en fait, ils profitent de personnes qui n'auront pas les moyens de les attaquer en justice. Et pour finir là-dessus, parce que je pense que c'est important, je voulais lui rendre hommage rapidement, il y a une dame qui s'appelle Virginie qui habitait ici pas très loin à Liège, et son fils est décédé il y a 5 ans maintenant, un truc comme ça. Il a été poignardé par un type camé dans un immeuble ici à Liège, et en fait, Sud Presse a été expliqué que son fils était un Yamakasi qui se droguait, qui est tombé d'un toit, machin. En fait, il a été poignardé, il est tombé, et il n'y a pas de drogue dans son sang, rien du tout. Or, son fils a été sali dans la presse. La femme a attaqué Sud Presse en justice. Et en fait, Sud Presse a contre-attaqué, l'a fait passer pour une folle, l'a fait passer pour quelqu'un qui n'a plus complètement toute sa tête. Et effectivement, elle me dit au téléphone, bah non, j'ai toute ma tête, mon fils unique est mort. Et elle a gagné en justice, Sud Presse est allé en appel, et a fini par gagner en appel au nom de la liberté de la presse, et le juge, et j'ai vu ce jugement, le jugement explique que les médias ont le droit, au nom de la liberté de la presse, même de diffuser des fausses informations, et qu'il vaut mieux les corriger, mais voilà, ça ne demande pas spécialement de dédommagement, et Sud Presse a été jusqu'à dire à la femme, parce que du coup la femme devait payer 2000 € de frais de justice à Sud Presse, et ils ont fini un contrat à cette femme en lui disant signez ça, vous ne devez pas nous payer 2000 €, mais vous nous laissez utiliser les photos de votre fils à vie. Voilà. Et cette femme que je suivais depuis longtemps et qui m'appelait souvent, qui m'envoyait des mails souvent avec son dossier, et je regrette de ne pas avoir plus suivi en plus parce que voilà, elle m'avait appelé un jour en me disant il y a 2 ans maintenant, ah c'est super Vincent, entre guillemets, bah, mon fils, le type qui a tué mon fils, est en hôpital psychiatrique, il n'y aura pas de procès. Quoi. Voilà. Et donc tant mieux, et, sauf que finalement il y a un procès qui va avoir lieu cette année je crois. Et quand elle a appris qu'il allait avoir un procès et donc que Sud Presse allait continuer, voilà, elle a mis fin à ses jours et elle est décédée. Et voilà. Et clairement, toute sa famille liée autour, c'est Sud Presse qui l'a tué, clairement. Et il n'y aura jamais rien de fait pour cette femme. Rien du tout, et ça me dépêche. Enfin, voilà. Et ça fait partie aussi des choses qui font que les gens n'ont pas confiance dans la presse, n'ont pas confiance en les médias, n'ont pas confiance en notre système. Ça, vous avez voilà, un magnifique article de Sud Presse sur les pluies de grosses reins. Voilà. Une gamine de 3 ans violée et décapitée, vidéo. Là-dessus, je me suis pris un gros procès là-dessus parce qu'ils avaient fait une carte des musulmans de Belgique commune par commune. On les voit mal faire une carte des juifs, des homosexuels ou d'autres choses, mais bon, les musulmans ça passe évidemment. Et ceci aussi très très bon. Finalement, à mon avis, je vais parler que de ça, mais c'est pas grave, ça c'est pas grave. Bon, ok, je crois que c'est. Invasion migrant à la côte belge menacée, je connais l'histoire derrière cette une. Il faut savoir qu'en fait le rédacteur en chef qui s'est barré maintenant et a fini chez Stéphane Moreau, un étiste machin après. En fait ils avaient déjà prévu la une mais sans la photo avant d'envoyer les journalistes et les photographes sur place.
Et la photo que vous voyez là, en fait, c'est 3 migrants qui venaient de la jungle de Calais ou du camp de Grande-Sainte, je ne sais plus exactement, et qui arrivaient en Belgique pour acheter des cigarettes parce que c'est moins cher. Ils sont restés 20 minutes sur le territoire et sont repartis en France. Mais on a une invasion de migrants en Belgique, comme parlant d'une invasion de rats. Il y a eu plein de plaintes au conseil de déontologie, etc. Ça n'a rien donné, ça ne sert à rien. Et Suprême n'a jamais payé un bal à qui que ce soit. Et en plus de ça, sur cette une-là, et là ça vous concerne assez bien, vous en avez peut-être entendu parler, il y avait ici tout au-dessus le père de Sami Amimou, donc, qui était un des kamikazes du Bataclan, c'est assez d'actualité parce que le procès vient de démarrer. Ils ont retrouvé le père d'un des kamikazes qui n'a rien fait. Enfin, ce type, c'est pas sa faute que son fils a fait ça. Le mec avait même essayé d'aller récupérer son fils en Syrie, etc. Et ils ont été balancés l'adresse du magasin du type dans une presse qui, du coup, a dû se barrer. Et, enfin, horrible, quoi. Et moi, du coup, à l'époque, j'ai mis la gueule de la journaliste sur Nord-Presse en disant voilà, cette journaliste habite à Amé. Voilà, et du coup, je suis encore en procédure là. Je vais peut-être passer aux assises pour ça. Mais, si jamais vous viendrez faire le juriste, potentiellement. Voilà. Et alors, un autre truc qui effectivement aussi m'importe énormément et dont je parle depuis pas mal d'années, heureusement qu'on s'est un petit peu en parler de temps en temps, le traitement des violences faites aux femmes dans les médias, notamment chez Supresse. Ici, vous avez 2 poissons rouges morts lors d'une scène de violence conjugale. Le titre de l'information, c'est une femme qui est battue et qui s'est pris un doigt de poisson rouge sur la gueule. Enfin, c'est pas drôle, quoi. Et on en fait un titre drôle. Et ça, très souvent, étant donné que tous les faits divers et les violences, quelles qu'elles soient d'ailleurs, sont toujours un peu les mêmes, on trouve des mini détails qui permettent de rendre l'info fun. Et du coup, je vous invite à faire attention à ça quand vous pouvez potentiellement, parce que ça nous arrive tous, partager ce genre de truc. Parce qu'une fois, j'ai vu un article qui expliquait qu'un mec avait eu 10 ans de prison pour avoir pété sur sa femme. Sauf qu'en fait, dans l'article, on apprend qu'il l'attachait au radiateur, l'a violé, lui avait coupé un doigt. Enfin, vous voyez, il n'avait pas juste pété sur sa femme. C'était juste un détail de l'histoire. Alors ici, un petit jeu, vous allez pouvoir participer. Alors attention, participez, parce que j'ai quasiment plus de temps. Hein. C'est un foilement. Vos courses ne seront plus jamais pareilles. Révolution totale chez Lidl. C'est un article de Sud-Presse, c'est évidemment un peu du reportage. Hein, parce qu'en fait, c'est pas du tout une révolution. À votre avis, quelle est la révolution totale chez Lidl qui fait que vos infos ne seront plus jamais pareilles? Les courses. Qu'est-ce qui change? Non, je veux dire que les courses ne seront plus jamais. Oui, j'ai dit les infos. Les infos. Pardon, oh, excusez-moi. Je suis hyper stressé. Ne me faites peur. Les caisses automatiques. Les caisses automatiques, non, c'est pas ça. Ticket de caisse. Plus de caissière. C'est pas plus de ticket de caisse, c'est accrochez-vous. Le ticket de caisse est désormais bleu mais écologique puisque fabriqué à partir de matériaux recyclés. Révolution totale. Et là où c'est intéressant et qui fait perdre confiance aussi en les médias, il me semble, et qui est intéressant pour nous aussi de regarder de temps en temps ce qu'on lit, c'est que ici, comme source, le magazine Gondola. Et quand on tape Gondola sur Google, on se rend compte qu'il y a plein de sites d'infos qui citent Gondola comme source. Or, Gondola, c'est un magazine de la grande distribution qui présente les nouveautés. C'est un gros lobby, c'est tout. Et donc ces articles-là, ils ont été rémunérés pour les publier. C'est certain, Lidl est un énorme annonceur de chez Sud-Presse. On a un conseil de déontologie, une association des journalistes qui s'en foutent. Mais ça fait un mix entre public reportage, enfin public rédac et vraie information. Et du coup, effectivement, sur les vaccins, sur la pandémie en général, comment les gens vont se dire, bah, tiens, là aussi, c'est pas un public rédac. Comment on peut savoir? Parce que c'est pas indiqué du tout que ça en est un. Donc c'est pas étonnant non plus que les gens aussi n'aient plus de confiance dans les médias, parce que la plupart des médias font n'importe quoi. Et les journalistes souvent agissent en tant que caste quand on les attaque. Et à la fois disent oui mais tout n'est pas pareil, machin. Mais pourquoi ils ne le dénoncent pas? Pourquoi ils n'en parlent pas? Et c'est vrai qu'il y a un côté très corporatiste qui fait qu'on n'attaque pas les médias, et surtout en Belgique, parce que le milieu est trop petit. Et donc un journaliste qui une fois va gueuler dans un autre média, il est grillé dans tout le milieu. Et le milieu est trop petit en Belgique. Vous avez le privé avec RTL, l'IPM, donc DH, Livre, etc. Rossel avec Sud-Presse, Métro. Et en fait, il y a des liens entre tous ces groupes. Donc, tout le privé est un peu lié. Et à la RTBF, il y a aussi plein de gens qui viennent du privé. Donc, gueuler contre un média en Belgique, c'est se faire griller de partout. C'est quasi certain. Donc, fatalement, les journalistes n'ont pas envie de toucher à ça. Même des gens que vous devez connaître comme David Leloup ou autres, ils n'ont pas envie de toucher à ça. Quoi. Parce qu'ils savent bien que le bénéfice-risque n'est vraiment pas en leur sens. Et ils ne le font pas. Donc voilà, assez parlé de moi. Donc, je vais passer à la suite. Donc ça, vous allez
désolé de vous prendre, si vous le prenez vraiment un peu genre vraiment le prendre pour des cons, c'est juste une petite intro pour pouvoir un petit peu en discuter après, c'est ce dont je parle notamment, c'est une des versions que je fais dans les écoles parce qu'il y a beaucoup de versions différentes de l'annulation fatalement. Je pense qu'un truc qui est vraiment hyper essentiel sur internet quand on lit quelque chose, c'est de savoir qui parle. Et aujourd'hui, parfois, c'est pas évident. Et c'est vrai qu'on a d'un côté les gens, j'ai mis un petit smiley vénère parce que les gens ils sont vénères sur internet, les robots, les bots, et on en voit de plus en plus d'informations qui sont complètement créées, partagées ou créées par un petit programme informatique. Par exemple, pour les résultats de foot maintenant, vous avez des mini-articles, là, machin, ils ont gagné en Anderlecht, 2-1. Tout ça est généré automatiquement, tu mets juste le score et ça te génère 5 lignes de blabla. Et on va vers ça de plus en plus. Donc là, il n'y a plus de confiance en l'info puisque c'est des trucs complètement générés automatiquement. Et il y a aussi évidemment énormément d'infos qu'on lit qui sont des purs communiqués de presse copier-coller parce que les journalistes ont la flemme. Et bien souvent dans les études, etc., par exemple, ils ne les lisent jamais. Les journalistes ne lisent pas les études dont ils vous parlent, 99% du temps. Donc fatalement, ils sont manipulables. Et ils sont manipulés, et puis à partir du moment où il y a des fausses infos diffusées, en général, ils ne reviennent pas dessus, ils n'en parlent pas trop, ils tapent la poussière sous le tapis. Donc c'est pas étonnant que les gens n'aient pas confiance, et je crois que peut-être qu'il y a des gens qui ont un peu ce genre de projet dans la tête, du journalisme citoyen, mais correct, et qui fait vraiment son boulot, du journalisme zététique, enfin, il y a un marché de dingue pour ça, vraiment. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose de bien, il y a vraiment moyen de pouvoir contrecarrer ça. Malgré tout, effectivement, les grands médias sont encore arrosés d'argent public, ont leur gros consortium d'annonceurs, etc. Donc c'est pas évident. Mais il y a moyen. Et les gens sont en demande de bonne information. Les gens n'ont pas envie spécialement d'être mal informés, la plupart des personnes. Elles ont l'impression, même les gens qui vont lire les pires sites, les pires conneries sur François ou autres, ont l'impression de trouver de la bonne info. Et très souvent, effectivement, ils ont été tellement déçus par les médias traditionnels qu'ils vont là-dedans. Et moi-même, j'étais beaucoup plus critique il y a quelques années. Maintenant, je comprends qu'effectivement, il faut un peu de la merde et voilà, mais je le critique un petit peu moins parce que je sais que la plupart des journalistes veulent bien faire leur boulot. Mais c'est tout le reste qui ne va pas. C'est qu'ils sont mal payés, ils n'ont pas le temps. Effectivement, on a les responsables des réseaux sociaux qui vont être titrés autrement. Leur travail est saboté aussi. Et parfois, quand on fait un gros travail comme les gens de Médoc, par exemple, sur des grosses enquêtes, etc., elles ne sont pas reprises, ça n'intéresse pas les gens. Bien souvent aussi, ils ne savent pas les vendre, hein, c'est ça le problème aussi. Mais voilà. Et du coup, oui, effectivement, les grands médias, voilà. Hop. Ouais, ça je vais vous le dire. Vous allez, ça c'est le genre de truc que je vous dis, oh, c'est un peu trop basique pour vous, voilà. Mais, je vous le lis vite fait. Ah bah c'est illisible. Donc, c'est un genre de petit diagramme pour dire qu'est-ce qu'on fait quand on voit une info sur Internet. Est-ce qu'on connaît la source et du coup, quand je fais une petite recherche sur la source, est-ce que cette source a déjà raconté un peu n'importe quoi, machin. C'est hyper important. Vraiment, je pense que c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, je pense que la crédibilité sur le long terme des médias ou des personnes qui s'expriment a vraiment une valeur de fou. Parce que des personnes, que ce soit sur des comptes de réseaux sociaux ou sur des sites, blogs d'information, acquièrent vraiment une légitimité qui permet que les gens aient confiance. Et aujourd'hui, on est nombreux, je pense, à avoir du mal à partager un truc, on n'est pas totalement sûr de ce qu'il y a dedans. On n'a pas le temps toujours, alors que évidemment c'est ce qu'on conseille de base, hein, d'aller lire vraiment toutes les sources, toutes les études sur lesquelles se base l'information qui vous est donnée. On n'a pas le temps de ça. La plupart des gens n'ont vraiment pas le temps, voire pas l'envie du tout, et c'est compréhensible. Et donc on doit donner confiance. Et voilà. Et c'est d'autant plus pour ça aussi, et là pour dire un petit peu bien les médias traditionnels, faut pas hésiter à leur écrire, à leur dire tiens ça merde, ça va pas. Bien souvent c'est par fainéantise qu'ils invitent toujours le même expert bidon qui en fait raconte n'importe quoi depuis 10 ans. Vous leur écrivez, vous dire ce type-là raconte n'importe quoi, moi je peux venir, vous pouvez être invité 48 heures après quoi. Enfin, c'est possible. Les gens sont pas hyper de mauvaise foi. Souvent, c'est juste les conditions dans lesquelles ils doivent faire de l'information qui sont extrêmement mauvaises. C'est ça le vrai problème. C'est que notamment la RTBF, c'est pas l'information qui les intéresse aujourd'hui les patrons, c'est The Voice, c'est Viva for Life et compagnie, quoi. Donc les gens n'ont plus les moyens non plus de faire de l'info. Hop, voilà. Et du coup, oui, là-dessus, c'est exactement ce que je vous disais ici, c'est qu'un grand média quand même s'il y a peut-être des gens ici très défiants envers les grands médias, et je le suis aussi, malgré tout, ça les intéresse quand même d'avoir une certaine légitimité sur le long terme et donc une confiance. Beaucoup d'internautes complotistes, machin, un peu gourous de la désinformation s'en foutent complètement parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont un public, ils auront beau leur mentir 10-15 fois, ça tiltera pas. Et du coup, voilà, ça vaut vraiment le coup de se dire, aujourd'hui, il y a vraiment ça qui compte énormément parce qu'on peut avoir des personnes qui de temps en temps merdent, ça arrive à tout le monde, de temps en temps traitent mal un sujet,
Mais il faut surveiller tout, et du coup peut-être, désolé je suis chaud, etc. J'espère que vous ne trouvez pas ça trop nul, je suis vraiment essayer de se dire, de lire moins d'informations, mais mieux d'informations entre guillemets, et surtout moins d'actualité et plus d'informations. Je crois qu'aujourd'hui on est vraiment sali par ça, en France ça a été beaucoup le cas avec toutes les chaînes d'infos. Avec les chaînes d'infos en direct, en invitant des pouillons qui viennent donner leur avis, fatalement il y a plein de fausses informations qui passent. Et c'est un modèle qui est très facile parce que ça coûte rien de faire venir un mec, en fait, qui vient expliquer son truc, il vient vendre son bulletin, et il vient donner son avis. Envoyer des journalistes sur le terrain pour faire du contenu, ça coûte de l'argent. Et donc on va de plus en plus vers ça, et on voit, moi je l'ai remarqué depuis qu'il y a LN24 en Belgique, ça fait baisser le niveau du débat public et de l'info, mais directement, parce que ça permet à des pouillons de venir faire le buzz en balançant une grosse énormité, et qui est reprise partout, et finalement on parle que de ça, quoi. Donc voilà, et alors aussi là-dessus, parce que j'aurais pas le temps d'arriver à la fin de la présentation, faites extrêmement attention. Tu peux le prendre. Non, mais là ça va vraiment être trop long. Et du coup, c'est pour ça que je le dis, en plan, c'est bien. Faites très attention si vous êtes sur Twitter, Facebook ou d'autres réseaux sociaux, très actifs sur la réponse à des gens qui racontent n'importe quoi, par exemple, sont haineux, ou enfin voilà. À pas les retweeter directement, à pas leur donner une visibilité supplémentaire. Faites une capture d'écran si vous voulez en parler, parce que beaucoup de gens cherchent ça. Et très souvent sur Twitter, je remarque ça, de voir on a des hashtags scandaleux, genre tous les arabes dehors, et puis on clique sur le hashtag, vous voyez à droite, et on voit que quasiment tous les tweets qui sortent, c'est des gens qui disent c'est honteux ce hashtag, machin, mais en attendant, ils l'ont fait monter complètement. Et du coup, il y a vraiment, et aujourd'hui, moi je suis beaucoup ces gens-là d'extrême droite, genre Damien Rieu, ancienne génération identitaire, etc. Ils sont extrêmement malins, et c'est ça qui les rend extrêmement dangereux. Ils savent se servir de ça. Et ils savent, il y a aussi un concept qui s'appelle fenêtre d'Overton, vous voyez, d'ouvrir de plus en plus le débat public. On a de base une fenêtre des propos acceptables qui est comme ça, et on a quelqu'un qui va aller taper un propos vraiment genre ah bah j'ai envie de baiser les enfants quoi. Et à force de le répéter, bon ça c'est chaud quand même d'arriver à le taper sur la boîte de CD, à force de le répéter et de le voir, finalement tout ce qui est entre les deux devient un peu plus acceptable. Et je crois que beaucoup de gens ont vraiment une volonté de jouer cette stratégie-là qui est d'aller très très loin pour finalement normaliser des discours qui avant nous semblaient déjà complètement extrêmes. Et donc il faut faire attention à ça parce que bien souvent, je pense qu'il y a beaucoup de polémiques et beaucoup de trucs qui desservent des causes justes je sais pas comment résumer, de zététique ou de anti-haine, etc. qui en fait sont directement sabotés par les gens qui travaillent en répondant à ces gens-là et en leur donnant une grosse visibilité. Parce que mine de rien, dans vos followers, dans les gens que vous suivez ou qui vous suivent, vous avez des gens qui sont un peu entre les deux et vous allez leur montrer ces contenus-là. Donc voilà. Et surtout, ouais, si vous avez des captures d'écran, vous les montrez de toute façon. Mais en tout cas, pas faire gonfler trop leurs chiffres parce que c'est ça qui les fait exister. C'est ce qui fait bander les algorithmes aussi, qui vont mettre ça en avant, évidemment. Et voilà. Hop. Ouais, ça c'était juste un truc à dire effectivement pour dire que les grands médias, parfois c'est quand même un peu limite. Le truc à gauche, c'est un faux magazine qui est assez rigolo entre guillemets, qui crée toutes des fausses histoires hyper trash. Et mine de rien, ça se vend très très bien. On les trouve même ici en Belgique. Ouais, ça c'est un. J'ai oublié de mettre la source là-dedans. Je vais avoir sur mes profils notamment. Ça, on sait rien lire. Hein. C'est pas grave. En gros, c'est un classement de la crédibilité de l'information des différents médias belges. Il y a 3000 Belges qui ont été sondés. Alors, c'est assez intéressant de voir que sur Presse, c'est tout en bas, juste avant Twitter et Facebook. Ils ont considéré Twitter et Facebook comme une source d'infos. Pour les gens, c'est pas totalement con, je trouve, parce que pour mon père, par exemple, Facebook, c'est une source d'infos. Enfin, tu vois, c'est un truc qui est comme si c'était éditorialisé, alors que pas du tout, quoi. Ça, je trouvais ça super intéressant de vous en parler parce que ça arrive de plus en plus et ça va être vraiment notre avenir malheureusement. J'ai appelé un peu Mediabot. Ici, on a la mort de Loana qui a été annoncée, la meuf de télé-réalité, par BFM TV. Parce qu'en fait, ils ont prévu la nécrologie, ils prévoient toujours une nécrologie à l'avance. C'est pour ça qu'on a directement plein sur Belmondo, il va être en librairie maintenant, voilà. Sauf qu'ils les mettent sur le site en mode brouillon, ne pas publier, et ils ont écrit ne pas publier, sauf qu'un mec l'a publié. Sauf que du coup, ça se retrouve sur Yahoo Actualité, ça s'est retrouvé sur MSN Actualité, machin, avec avec ça info-là, et évidemment, en plus, Loana était en désintox à l'hôpital, ça n'a pas dû lui faire super plaisir. Et effectivement, ce genre de truc me semble assez hallucinant d'avoir des agrégateurs de news comme ça qui sont vraiment pas du tout contrôlés. Et pour nos médias traditionnels, c'est le cas aussi.
Parce que par exemple, tout ce qui vient de l'AFP ou de Belga n'est pas vérifié, parce qu'ils font confiance. Mais du coup, effectivement, dès qu'il y a une fausse information, ça fait une réaction en chaîne qui est absolument terrible. Et on se dit, mais quoi, vous vérifiez même pas une demi-seconde ce qui est publié par Belga? Et un journaliste de l'AFP va vous dire, bah non, évidemment que non. Et il n'y a plus de multi-vérification. Donc à partir du moment où un journaliste a pris l'information d'un média sérieux, eux aussi fonctionnent par confiance et disent, bah c'est bon, il n'y a pas besoin de vérifier. Et c'est ce qui pose problème aussi, c'est que du coup, dans des informations qui sont diffusées dans le débat public en général, on n'a souvent qu'un seul angle, parce que finalement, tous les journalistes vont aller récupérer l'information chez une même source, sans spécialement ajouter de contradiction ou autre. Donc ça pose aussi un vrai problème. Ouais, ici c'était vite fait pour vous parler des collectifs, je sais pas pourquoi j'ai laissé ça dedans, ne prenez pas comme une insulte, ça va, vous allez toujours bien? Désolé, vous ne me faites pas, vraiment. Ça va? Sûr? Ah, c'est cool. Vous n'avez pas dit trop de mal de moi? Ah, ça va, c'est bien. Ceux qui n'ont pas répondu, je n'en doute pas. Ce qu'on voit ici, et qui est vraiment le sens, mais vous le savez bien pour la plupart, hein, je vous apprends rien, mais pour moi c'est dingue à quel point on doit travailler là-dessus. C'est vraiment le biais de croyance et aussi le biais d'autocomplaisance, de confirmation. C'est vraiment, mais même pour nous, ce qui fait toute la fausse info, c'est qu'on veut lire des informations qui vont dans notre sens et qui confirment ce qu'on pense déjà. Et d'ailleurs, le slogan de presse, moi pour vous dire encore une petite histoire vite fait, moi j'ai rien lu sur la zététique, l'éducation aux médias, machin, en commençant ça, rien que dalle. Mais quand j'ai créé Nordpresse, j'ai mis le slogan les infos que vous aimez bien, quoi. En disant, mais ouais, c'est ça qu'il faut, les gens ils doivent lire les trucs qu'ils aiment bien, ils sont contents, et ça va dans leur sens, quoi, évidemment. Et c'est vrai qu'on est tous là-dedans, en fait. On a tous tendance à se dire, bah tiens, on va plus facilement partager un article, si par exemple on est pro-vaccin, on va plus facilement partager un article qui vante les bienfaits de la vaccination sans même l'avoir lu complètement parce qu'on a confiance en la source qu'on a lu. Moi, ça m'arrive très souvent, effectivement, encore, malheureusement, désolé de l'avouer comme ça, de partager des trucs que j'ai pas lus entièrement. Oui, ça m'arrive. Et je devrais pas, en fait. Mais c'est le cas. Et c'est certain que de toute façon, les gens vont avoir tendance à partager des trucs qui vont beaucoup plus dans leur sens. Et c'est fascinant de voir dans les interviews, je sais pas si c'est dans le complément d'enquête, sur les fausses informations sur France 2, on a une femme qui dit par rapport au documentaire Hold Up, ah oui, moi j'étais persuadée que la pandémie c'est pas mal, souvent j'ai une mascarade et machin, et alors j'ai trouvé un type qui dit exactement ce que je pense et je lui ai donné 1000 €. Et voilà, c'est fou et c'est dingue, et c'est très facile en fait effectivement de brosser les gens dans le sens du poil, et je pense que malheureusement aussi les grands médias ont un peu tendance à ça, parce qu'à partir du moment où ils vont vraiment confronter les idées de leurs lecteurs, ils peuvent perdre des lecteurs, et ils n'ont pas envie de ça en fait. Ils ont envie de conserver leurs lecteurs et je crois qu'aussi on a un manque d'infos, de qualité de l'info à cause de ça. Que ça soit des gens qui vivent de la publicité ou de leurs abonnés finalement. Parce qu'un Mediapart, ce qu'il fallait, c'est arrivé à un moment par exemple qu'ils attaquaient fort Mélenchon, bah, ils se prennent tous les mélenchonistes qui se désabonnent quoi. Donc c'est pas évident parce que tout le monde a quand même malheureusement des impératifs économiques qui rendent les choses parfois un petit peu plus compliquées que ce qu'on peut penser. Et ça, j'ai pas de solution là-dessus. La seule solution que je peux apporter, essayer de diffuser un petit peu, c'est de se dire que c'est pas parce qu'un média ou une personne dit quelque chose qui va pas directement dans votre sens qu'il faut juste fermer les yeux là-dessus. Et c'est vrai que moi-même, je me sens parfois frustré sur des discours qui me semblent complètement bidons, voilà, où j'ai pas vraiment les moyens de vérifier ce qui est raconté. Et je me sens perdu, effectivement, parce que du coup, je compte sur un fact-checking qui n'arrive pas nécessairement, et puis je me trouve dans une zone un petit peu trouble, et je crois que beaucoup de gens aujourd'hui sont dans cette zone trouble où ils ne savent plus quoi croire du tout. Et s'il y avait effectivement plus de zététique, plus d'éducation à l'esprit critique en général dans les écoles et partout dans la société, on n'en serait pas là. Mais malheureusement, et pour... hop là, ça fait 45 minutes. Bon, je vais bientôt finir quand même. On va discuter. Et au pire, j'ai plein d'autres ça et des trucs à montrer assez sympa. Ouais, ça, je vous le montre ici comme ça. C'est des gens qui organisent des manifs anti-pass, machin et tout. Et donc, ils font appel au bon sens et à l'esprit critique des gens, ce que je trouve assez antinomique. Voilà, c'est un truc qui revient très très souvent, le bon sens, machin. Non, c'est totalement l'inverse qu'il faut défendre. C'est vrai qu'il y a un côté aujourd'hui très anti-science, très anti-expert. Les gens veulent des populistes, et c'est terrible, quoi. Moi, en tout cas, ça me fait peur, et j'ai l'impression vraiment qu'on n'est pas... On est vraiment face à un incendie terrible qui se prépare, les braises sont là, le truc est là, et il manque vraiment chez nous, entre guillemets, parce que moi je suis plutôt contre ce genre de truc de base, un cordon sanitaire qui empêche un peu ça. En Flandre, c'est beaucoup moins le cas.
Mais l'incendie, il peut être là demain, quoi. Trump, on n'imaginait pas que c'était possible. Et c'est là. Et ça me terrifie, ça m'inquiète énormément. Et donc, à mon petit niveau, j'essaye un petit peu de faire avancer les choses là-dessus. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Ben, je vais juste finir là-dessus. Comme ça, voilà, je m'en vais choc, merci et tout. Vous montrer juste ceci, comme quoi, de toute façon, quoi qu'on fasse, quelles que soient les connaissances qu'on peut acquérir et les méthodes zététiques et machin, tout ce que vous voulez, on est toujours victime de nos biais. Et je pense que le mieux pour justement parler à des gens qu'on veut essayer de convaincre, ou en tout cas d'amener vers une démarche critique, c'est de garder beaucoup d'humilité. Ce que beaucoup d'acteurs de la zététique, je trouve, manquent, et moi-même le premier, parce que je suis le premier à insulter les gens en disant que c'est des gros cons, ça marche pas terrible. Et je pense que bien souvent, peut-être que vous avez des gens autour de vous qui sont vraiment dans des dérives, qui en arrivent à des trucs sectaires, ou vraiment un refus complet finalement de la réalité. Il y a moyen de les intéresser à ça, parce qu'en général, les gens très très complotistes, justement, s'intéressent à ce genre de choses, à avoir vraiment une vraie réflexion. Et du coup, il y a moyen de les faire évoluer vers un mieux, je pense, qui n'est pas spécialement de croire tout ce que disent les médias et le politique. Au contraire, c'est de le remettre en question. Mais de le remettre en question sans aller juste boire les paroles d'une personne qui vous a raconté plein de trucs. Et c'est vrai qu'avec les plus vieux, moi, mon père notamment, c'est compliqué. Et il y a des gens aussi, perdez pas votre temps, il y a des gens qui sont foutus, voilà. Ils mourront un jour et il y aura d'autres personnes. Et voilà. Mais je pense qu'on peut. Je suis désolé de cette petite présentation, je trouve un peu nulle. Mais je voulais vous dire qu'on peut tous faire quelque chose et que c'est bien et qu'on n'a pas le choix parce que les institutions, l'État, les journalistes le feront pas. Donc, ou trop peu. Donc faites-le. On peut tous combattre pour un mieux, sinon on va vraiment se retrouver avec des fascistes partout. Je suis convaincu. Voilà. C'est chaud, hein? Après, je vais pas réfléchir. Ben voilà, on peut réapplaudir Vincent, voilà. Il était pas à l'aise, donc on sent bien que... on avait demandé à Céline de venir modérer pour les questions-réponses, donc je vais lui passer le micro. Je vous rappelle qu'on a un Utip. Si jamais vous voulez nous aider à organiser des trucs et à faire venir des gens, parfois peut-être un peu plus importants, etc. On pourra faire venir des gens de France, d'ailleurs, mais seulement si on a les moyens de le faire, de payer le train, le logement, les logements, etc. Donc franchement, n'hésitez pas à aller voir Skeptics in the Pub Liège en un mot sur Utip. Et voilà, il y a un fonctionne dessus. Pardon. Et puis bien sûr on remercie le Cooper et on peut applaudir Romain évidemment. Merci au Cooper Café vraiment de nous accueillir, ça fait plaisir. Et donc on va passer aux questions-réponses et je passe donc le micro à Céline qui va modérer tout ça. Bonjour à tous, avec Céline. Je crois que Vincent, tu t'étais enfoui mais tu es revenu. Je meurs le chaud. Il meurt de chaud. Je vais fondre. Donc moi je vous propose une formule un peu simple. Celui qui veut poser la question pose la question. Si quelqu'un veut réagir directement à la question, à la réponse, il lève le bras et il agite la main, comme ça je le repère. Par exemple, monsieur voudra réagir après. Ok, je te repère. On essaye d'un peu épuiser le sujet si on voit qu'il est intéressant et que ça suit. Et sinon, on enchaîne la prochaine question. Est-ce que ça vous va? Donc, voilà. Si je peux juste... Et si je peux juste donner une petite instruction par rapport au micro, il faut le tenir horizontal et pas mettre la main sur la boule, quoi. Juste le tenir comme ça. C'est là qu'on vous entendra le mieux en tout cas. Et je voulais juste vous dire, c'est pas parce que j'ai la flemme que je vais pas continuer, mais souvent je suis frustré qu'il n'y ait pas assez d'échanges dans le public parce que les faire questions souvent c'est dur. Et en fait, je me crois pas pour un génie à Dieu. Moi j'ai eu un peu de chance de faire des fausses informations à la con machin et du coup d'en faire un peu un métier et une mission, mais à la fois il y a tellement de trucs intéressants à entendre de vous et j'en ai très envie parce qu'en plus ça fait 1 an et demi que je suis un peu isolé et du coup voilà, c'est pour ça que je
je préfère pas parler 1 heure et voilà. Ouais, c'est pratique. Et je comprends bien que, en fait, le principe de action-réaction, enfin voilà, ça aurait été plus sympa que vous puissiez vous poser vos questions en temps réel, mais comme c'est filmé et que ce sera sorti sur YouTube, normalement, vous pourrez retrouver dès demain ou après-demain probablement la vidéo sur YouTube. C'est plus pratique pour les gens qui vont regarder ça sur YouTube d'avoir la conférence et puis les questions plutôt que d'être interrompus à tout bout de champ. Voilà. Donc il y avait une question là dans le fond. Quelqu'un d'autre a une question, comme ça on commence la discussion. Non. Personne n'a rien à demander à Vincent Flibustier là, tout de suite. Moi aussi. Par contre, il y a juste un problème, c'est que le câble n'est pas méga long. Donc c'est soit vous gueulez, soit vous vous rapprochez. Je vais essayer de pas décrocher le câble. Oui, Vincent, j'ai une question pour toi. Je pense que tu aimes bien la polémique, donc je vais peut-être un petit peu polémiquer aussi. Plutôt que de parler pendant une demi-heure de la trash presse, est-ce qu'il ne serait pas plus rentable, plus intéressant, au contraire, de parler de la bonne presse, de citer des informations fiables, parce qu'il y a encore de la bonne presse qui essaye de vivoter, qui n'est pas subventionnée par la politique, etc. Et je me demande si c'est pas plus rentable, effectivement. Mais vas-y, là maintenant, Mais moi, j'en ai pas énormément. Moi, je connais le courrier international. En général, je leur fais confiance. Mais il y a peut-être d'autres personnes qui Il y a ont. Médor en Belgique. Pardon, en Belgique, il y a Médor. Il y a un journal déjà qui n'a pas de pub. Mais du coup, tu payes 20 balles. Oui, ok, mais la presse gratuite qui donne des bonnes informations, je pense qu'il faut l'oublier. Mais c'est pas une pub. Ils sont pas subsidiés, mais du coup, ils font vraiment le nécessaire pour le machin. Ok. Je peux donner un exemple de bonne presse aussi. Il y a Pour Presse qui existe en Belgique, qui est. Il y a un deuxième micro, on peut peut-être mettre du son sur le deuxième micro. Sinon, je peux parler plus fort, ce sera plus simple. Il y a Pour Presse qui est tenu par Jean-Claude Guéraud, qui est l'ancien de Pour Presse. C'est assez simple chez lui. Il y a The Conversation, qui est une presse très scientifique qui publie des articles en ligne. Je vous conseille, c'est en français, en allemand, en espagnol, en anglais. C'est assez balèze, donc il y a quand même, si quelqu'un d'autre référence. Moi, je voulais justement rebondir là-dessus. On avait lancé à l'époque Pino aussi. Voilà. c'est compliqué, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça et pourquoi ça s'est arrêté du coup? Oula. Voilà. Parce qu'on parle de bonne presse. Ouais. Les articles qui étaient sortis, c'était de la bonne presse. Pas suffisamment. Moi je dis vraiment, pour le coup, j'ai appris pas mal mon niveau humilité là-dessus. Moi, je suis pas journaliste et je crois que j'ai pas la conscience professionnelle, la méticulosité qu'il faut. Je suis incapable de bricoler un truc proprement. Et c'est pareil, je pense, pour ce que je peux produire à l'écrit ou autre. Je manque de méticulosité et du coup, fatalement, je me retrouvais pas finalement là-dedans. Et c'était aussi très dur. En voulant ne pas tout faire moi-même, très loin de là, de trouver des personnes qui étaient chaudes de participer au projet, parce que s'associer avec Flibustier, l'antisémite, c'est pas évident. Et du coup, je me suis un peu mal entouré, je pense, j'ai très mal fait ça. Et je pense que du coup, effectivement, ça m'a aussi appris que c'est pas évident de faire du journalisme, et d'autant plus d'arriver à le vendre et que ça soit rentable. Et par rapport à ta question là-bas derrière, justement, si tu veux, on en reparle après. Et j'ai rien à cacher là-dessus, hein, vraiment. Pas grand chose d'ailleurs, il me semble. J'aurais pu en parler effectivement, après j'essaye de pas non plus imposer aux gens ce qu'ils doivent lire, mais c'est vrai que moi-même le courrier international, je trouve que c'est une source excellente. Je trouve qu'en France, Mediapart, le Canard enchaîné en fait partie aussi. Le courrier international, j'ai un mini doute parce qu'en fait je l'ai mis sur internet, mais j'ai l'impression qu'en papier, je sais pas si en papier il y a de la pub dedans, j'en sais rien. Pas grand chose en tout cas, à mon avis, non, j'ai pas l'impression. Et du coup, moi j'ai l'impression effectivement ce que je défends, c'est en général un média qui vit uniquement de ses lecteurs est déjà un média beaucoup plus fiable. Même si évidemment ça peut devenir un média, par exemple vous avez François maintenant qui est démonétisé de Google, machin. Il y a des trucs qui vivent que de leurs lecteurs et qui sont hyper cons, hein, ça existe aussi. Mais en général, ça permet déjà de se décharger du pouvoir des annonceurs. Et quand on voit que des médias comme Le Soir, par exemple en Belgique,
ils ont à peu près 40 à 50%, voire même voire au moins 50% de leurs revenus qui viennent de la publicité. Les abonnements, ça ne représente pas grand-chose, et d'autant plus que les abonnements, une grosse partie, c'est dur à estimer des abonnements, sont des abonnements publics, d'entreprises, etc. Des particuliers qui sont encore abonnés en soir, il n'y en a pas 10 000, quoi. Donc effectivement, ils sont tenus aussi par ces annonceurs qui les font. Parce qu'avant tout, comme disait le patron de TF1 il y a 20 ans, pourquoi est-ce qu'on fait des émissions? C'est pour préparer le cerveau du téléspectateur à avoir du temps de cerveau disponible pour la pub Coca-Cola. Et il y a de ça, fatalement. Et en même temps, s'ils perdent les annonceurs, il n'y a plus d'infos. Je crois qu'effectivement, quand on voit par exemple le poids du lobby automobile dans la formation, enfin dans la pub, c'est énorme. Vous prenez l'automobile et les sodas en Belgique, c'est 60 à 70% de la publicité. Donc on peut bien se dire qu'effectivement sur ces sujets-là, on n'est pas hyper bien informé. Quand on a la RTBF qui fait des émissions spéciales Classique 21, que j'adore, en plus ça pour le coup, au salon de l'auto, au moto, machin, etc. C'est un drôle de partenariat quoi, hein. Une entreprise publique qui fait une semaine avec toutes ses radios et télé au salon de l'auto. Donc voilà, et effectivement, Médor c'est très bien. Moi je trouve ça un peu chiant et la mise en page toujours un peu pourrie. Je trouve qu'ils vendent mal leur truc, je l'ai déjà dit plein de fois. Et ils sont pas assez rentrés dedans finalement, et même eux s'en désespèrent d'avoir des scandales et des trucs hyper importants dans Médor dont on parle jamais quoi. Donc c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué en plus sur des sujets qui sont complexes d'intéresser les gens parce que finalement il y a des sujets mais c'est vraiment compliqué de les comprendre quoi. Et du coup fatalement il faut vraiment beaucoup de temps et du coup ça ne se retrouvera jamais dans un JT. Parce que tu sais pas expliquer en 3 minutes ce qu'on donne chez la Frappel qui amène de... Je peux le résumer, mais il y a plein de sujets qui sont quasiment impossibles à expliquer en 3 minutes quoi. Donc je pense que la presse papier et aussi tout ce qui est YouTube et tout, plein de gens qui font de l'info un peu différente sur internet, là même quelque chose de vraiment intéressant. Il y a aussi des longs formats, des choses plus... je suis très critique à plein de niveaux maintenant sur le Flickr-View, mais je trouve que c'est bien d'avoir des formats non coupés qui sont très longs. Et les médias ont tendance à dire oh ben non, il faut tout couper, que tout soit très court. Bah non, il y a des millions de vues sur des vidéos de Flickr-View qui durent 2h30 avec un invité. Ça marche. C'est juste que vous n'avez pas la volonté de le faire. Et parce qu'en plus, vous êtes des manettes de contrôle, vous pouvez couper. Enfin voilà, les gens ont peur de faire. Il y a plein de raisons qui font ça. Mais c'est sûr que c'est pas dans le JT à la clé qu'on s'est bien informé. Et malheureusement, ça reste la première source d'information des Belges en général en termes de, là j'ai pas les chiffres encore une fois, mais en termes de visibilité et aussi de crédibilité qu'ils y donnent. Parce que les gens ont fort confiance en la télévision. Et les gens regardent énormément la télé encore. Donc ça va sûrement changer petit à petit, mais là maintenant aujourd'hui, on est quasiment au pic du temps de télévision par Belge, et c'est genre 3h45 par personne, enfin, c'est énorme. Je crois que les vieux qui regardent 16 heures par jour doivent jouer dans la balance. Et puis il y a aussi la consommation qu'on estime moins bien, parce que les gens seront devant la télé avec leur téléphone, ça ne regarde pas spécialement. Et je crois aussi, mais c'est un autre sujet, que les chaînes de télé et ceux qui font les mesures magouillent. Parce que les magouilles à d'autres niveaux, je les ai déjà vus, donc à mon avis, ils essayent aussi de défendre ça de cette manière-là. Par exemple, un petit exemple, je vous donne comme ça, un journal papier, quand ils disent leur audience, c'est genre sur des pubs, vous allez voir le soir X millions de lecteurs. En fait, ils considèrent que chaque journal papier est lu par 8 ou 9 personnes, je crois, un truc comme ça. Parce que genre, ils restent sur la table dans la famille ou dans la salle d'attente, machin. Vous imaginez, en moyenne, 8 ou 9 par journal papier. J'ai pas les chiffres, mais moi je me dis là de mon cul, quoi. Mais à la fois, je peux pas le contrôler, j'ai pas le dire, mais ça m'étonne fortement. Et à plein de niveaux, il y a des trucs comme ça, quoi. Ils ont même augmenté le nombre de vues réelles sur le site internet qui paye le SIM, donc le truc d'observatoire des chiffres des médias, en expliquant que c'était x 1,5 ou un truc du genre, parce que la plupart des gens ont quelqu'un qui peut regarder derrière leur épaule le site. Donc, je sais plus où j'en revenais avec ça, mais qu'en plus, effectivement, ouais, les médias traditionnels s'accrochent à crever leur truc, et c'est fou qu'on a encore du papier. Moi, en tout cas, je m'en achète jamais, mais ça se vend très peu. Et c'est leur faute, complètement. Pour vous donner une anecdote comme ça qui est dingue, il y a 2 ans, un des responsables éditoriaux du VIF a dit à un gars, j'étais à côté pendant une réunion, que le papier, ça reste le truc principal, et le web, il faut arrêter de le faire chier avec des articles prévus que pour le web et machin. Ce qui rapporte, c'est le papier, et le papier va tenir, quoi.
Et le web, c'est accessoire. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que c'est encore le cas maintenant, mais il y a 2 ans, les journalistes du soir qui écrivaient pour le web étaient payés quasiment la moitié de ceux qui écrivaient pour le journal papier. Et c'est pour ça qu'on a de moins bonnes infos sur les sites internet en général. Donc c'est fou quoi. Enfin, ils ont vraiment tout foiré. Et du coup, après, ils vont accuser les fake news, les gens, machin. Ils sont merdés, ça, c'est sûr. Enfin, je trouve. Peut-être que je me trompe. Quoi. Peut-être, en fait, dans ma longue vie, j'ai fait des études de journalisme, et donc il y a quand même quelques éléments à apporter. Notamment, tout un journal parlé sur la RTBF, ça tient sur une page du soir, en nombre de caractères, en nombre de mots qui sont dits. Tout ce que vous pourrez voir sur une demi-heure, 40 minutes de JT, c'est une page d'un journal sur ce format-là. C'est pas plus de mots. Donc, ça dit déjà toutes les limites qu'il y a dans la mise en scène. L'autre élément pour un peu comprendre aussi le problème de la presse et le problème de l'information, c'est une expérience qui a été faite aux États-Unis. Je trouve que c'est vraiment très parlant. On devrait tous faire la même chose ici. C'est comparer, vous cherchez une information précise sur une situation. Vous tapez ce nom sur Google et vous regardez dans Actualité. Vous allez voir, la presse d'extrême droite et de droite a des informations gratuites directement disponibles. La presse plutôt modérée, de gauche, d'extrême gauche parfois, pour des questions de système économique, systématiquement vous tombez en abonnement. Ce qui fait qu'il y a des informations qui sont directement accessibles sur un spectre politique, vous allez directement y tomber dessus avec Google, tandis que de l'autre côté, il vous faut un abonnement pour avoir plus d'informations. Avec la pandémie qu'on s'est pris dans la gueule, les premiers mois, j'ai envoyé au moins 5 mails à la Libre au soir, etc., pour les insulter, tellement j'en avais marre. Pour chaque information un petit peu importante qui donnait des éléments de compréhension générale de ce qui se passait, il fallait un abonnement. Ce qui fait qu'il y a un classement, et c'est de nouveau, c'est une question de lutte des classes, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, cet accès à l'information, vous pouvez le corréler à une situation socio-économique, et vous pouvez le corréler à un environnement, il y a une localisation. Les endroits où on est le moins vacciné pour l'instant à Bruxelles sont les endroits où on est le plus pauvre, où on a le moins accès à l'information, parce qu'on n'est pas dans les abonnements, etc., etc. Tout ça se corrèle très facilement, très évidemment. Donc il y a une responsabilité sociale du journalisme à cet endroit-là. Et cette responsabilité, elle n'est pas adressée pour un autre élément qui est très étudié et très connu dans les facs de journalisme, c'est que 60 à 80% d'un journal, en fait, ce sont des informations économiques. Le reste, c'est de la garniture pour vous faire acheter, c'est la première page. Le reste, ce sont des informations économiques. Comment telle boîte se porte, comment tel marché se porte, quelles sont les implications de tel accord économique, etc., etc. Vous pouvez prendre n'importe quel journal belge, chez les Belges, vraiment, ça saute à la gueule, et vous verrez, effectivement, c'est l'information économique en premier lieu. Donc c'est un public particulier, donc c'est des attentes particulières, donc on s'en fout en fait, on peut balancer tout ce qu'on veut sur Sudpresse, ils s'en foutent parce que Sudpresse est un micro-élément d'un ensemble gigantesque, parce que Sudpresse est quand même un gros groupe, qui a comme principal impact de faire vivre l'économie locale, d'où le fait que tous les partis sont à la base derrière, et disent ouais mais quand même, on en a besoin. Effectivement, si tu veux que machin truc qui vend des pierres pour les mecs tombables, que machin truc puisse survivre dans sa campagne, bah, il faut te passer général. Donc c'est un système qui se tient en place, c'est une manière d'aborder la chose. Si quelqu'un a une question, oui, une réflexion. Au niveau non-respect de la déontologie, CNews a pris 200 000 € d'amende. Pour eux, ça représente 3 jours de revenus publicitaires. Est-ce que c'est pas un peu de la monnaie? Ça m'étonne même que ça soit 3 jours et pas juste un mois. Ouais, c'est possible. Ouais, mais, ah non, mais c'est ridicule. Hein. C'est ça, mais c'est ce que je veux dire. Le montant de l'amende me semble totalement. Non, c'est ridicule. Bah, ça, c'est un truc auquel personne ne s'est jamais attaqué avant, il me semble. Moi, je ne connais pas ça hyper bien, mais on a déjà entendu vu passer ça sur le magazine People. Moi, je l'ai acheté. Les tarifs CNews sont disponibles sur Internet. Ah oui, oui. J'ai checké quoi. Oui, non, je suis d'accord. Non, t'inquiète, non, je comprends complètement ce que tu dis. Je dis juste qu'en fait, effectivement, comme les magazines People, ils prévoient un budget pour ça, ils s'en foutent, effectivement. Ça rapporte plus sur le long terme. Ils payent des amendes de temps en temps, et voilà quoi. C'est vrai qu'à côté, on a aussi, à raison, l'idée que ce qu'on met des amendes à des journaux, c'est aussi une limitation de la liberté de la presse, donc c'est compliqué quoi. Pour moi, c'est pour ça qu'il faut travailler plus sur l'éducation des gens et empêcher que les gens aillent se jeter dans ces médias-là, parce que j'ai pas envie qu'on les censure. Moi, je préférais qu'on laisse
Je sais que souvent les gens sont vraiment pas d'accord avec ça, du coup, voilà. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait des manifestations de néo-nazis comme on en a devant la Maison Blanche, tant qu'ils sont 8 et qu'on suit de leur gueule et qu'ils sont tout seuls et insignifiants, je m'en fous. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui les suivent et malheureusement de plus en plus, notamment chez nous aussi. Mais je suis pas sûr que la censure aide tant que ça, malheureusement, c'est ça qui est un piège complet, quoi. Parce qu'effectivement, quand tu les censures, ils crient à la censure et du coup, ils grossissent aussi. Je pense que c'est vraiment par l'éducation, par le lien, par une reprise de confiance en le politique et les médias qu'on peut y arriver. Parce qu'à la censure, moi j'ai l'impression que ça nous retombe sur la gueule. Et c'est anecdotique, et c'est pas mon tout de ma vie, hein, vraiment. Mais moi, j'ai passé 3 mois sur Facebook banni cette année en 2021 pour 3 faux positifs. J'ai mis une photo d'un pistolet à seringue pour injecter des trucs à des tigres à distance en disant je veux ça avec du Pfizer. Banni 30 jours. J'ai dit sur une discussion où des mecs se félicitaient qu'on ait été tabassé un pédophile sorti de prison. J'ai dit mais attendez, c'est pas la loi du talion ici, voilà, il est passé devant la justice, il est sorti, voilà, fin quoi. Quelqu'un qui me dit ouais ça serait quelqu'un de ta famille, tu ferais autrement. J'ai répondu mais évidemment que ça serait quelqu'un de ma famille, j'aurais envie de le tuer, mais c'est pour ça qu'on a un système judiciaire, pour m'en empêcher. Et je me suis fait balayer 30 jours pour le mot de tuer en fait, parce que j'aurais envie de le tuer quoi. Voilà. Donc ça le problème c'est qu'on demande tellement aux plateformes de censurer, de modérer, etc. qu'on en arrive finalement, j'ai l'impression aujourd'hui à une limitation de notre liberté d'expression. Moi je n'ose plus utiliser le mot tuer sur Facebook, enfin c'est ridicule quoi. Il y a un moment, le soir par exemple, c'est le soir ou l'avenir, je ne sais plus un des deux, du coup je vais dire un média belge pardon, il y a moyen de mettre des règles de modération sur Facebook, genre automatiquement dès que ton commentaire contient un mot il est masqué. Ce qui déjà est un problème, parce qu'en fait quand un commentaire est masqué, si vous gérez une page, vous l'avez déjà vu, il n'est pas supprimé, il est encore visible pour le type qui l'a écrit, ainsi que tous ses amis. Donc si tu écris mort aux Arabes en commentaire sous la libre, on va sûrement te le masquer. Ton commentaire, tu vas toujours le voir, donc tu te dis bah il est légitime. Et tes amis peuvent répondre en dessous, ah bah tiens on va faire une ratonnade contre un arabe en dessous. Personne ne verra ce commentaire parce qu'il est masqué. Et alors on dit ah bah c'est masqué, tout va bien, on a de la modération. Non, pour moi la haine ça se modère pas, ça s'élimine quoi. Et du coup oui, pour en arriver jusque là, le problème c'est que du coup on a des politiques de modération avec des gens qui doivent modérer 10 contenus à la minute, ils ont 6 secondes par contenu, bah, le second degré plus moyen, enfin voilà, si vous reprenez les mots de quelqu'un pour vous en foutre, bah, banni aussi. Et du coup, c'est pour arriver à ça, il y a un média belge qui avait bloqué le mot juif dans sa liste noire quoi. Donc un type qui disait je suis juif, bah hop, masqué, voilà. Mais c'est pratique pour eux, quoi. Vous voyez, comme ça, il n'y a pas de souci. Pour un type qui dit je suis juif, il y en aura 10 morts aux juifs, et donc tant mieux. Mais je suis pas sûr que ce soit la solution, moi, personnellement. Voilà. Encore une petite question. Sinon, on peut aller après dehors, hein, je reste un peu. Hein. Parce que je meurs de chaud, le fond, je suis désolé, je me suis habillé trop chaud. Vincent, je suis désolé, mais il y a 2-3 jours, je ne te connaissais pas. J'ai fait ta connaissance via le reportage en Antenne 2 qui est passé récemment. Là, ça s'appelle aidez-moi. Pompe Afrique, quelque chose comme ça. Fake news. Ouais. Je voudrais être sûr, ton site de fake news, etc., Nordpresse, t'as laissé tomber et tu te consacres maintenant à l'éducation aux médias, à ce genre de choses, ou bien tu es Dr. Jekyll et Mr. Hyde avec deux facettes? Mais en gros, le site est toujours là, il y a toujours de la pub dessus. Ça rapporte plus rien par rapport à ce que ça rapportait avant, parce qu'effectivement, j'ai beaucoup moins de trucs et j'ai moins la volonté de piéger les gens. Et puis même automatiquement, petit à petit, maintenant, les URL sont blacklistées, etc. un petit peu partout. Moi, je reste quand même dans l'idée vraiment, et d'ailleurs, j'essaie de développer un projet autour de ça sans trop en dire. Il y a énormément de gens qui ont suivi Nordpresse et qui sont peut-être même là aujourd'hui en se faisant d'abord piéger par une fausse info. Et je reste convaincu que ça reste un bon moyen d'apprendre aux gens qu'il ne faut pas croire tout ce qu'ils lisent. Et c'est vrai qu'à la fois, on me reproche, et à raison, je peux le comprendre complètement, et moi-même je ne suis pas sûr de ce que je pense par rapport à ça, que quand des gens vont lire « on va interdire le jambon en France » et qu'ils le partagent et que ça rentre dans leur truc, ça peut effectivement les radicaliser ou les conforter dans leur idée. Mais je pense, et ça pour le coup, il y a pas mal d'études, et notamment une sur laquelle je me réfère souvent, qui date de 2017 après les élections américaines, qui montrait qu'en fait les électeurs de Trump qui partageaient énormément de fausses informations, l'immense majorité, de toute façon, votaient déjà Trump.
Et en fait, je pense vraiment, là pour le coup, j'ai pas fait d'études pour prouver ce que je raconte, mais qu'il y a peu de gens qui se retournent face à une ou deux fausses informations, et que, comme je dis dans ce slogan d'après, c'est les infos que vous aimez bien, les gens sont déjà dans une certaine idée politique, dans une certaine pensée, et que du coup, limite, et moi c'est ce que je défends, et peut-être que j'ai tort, hein, j'en suis vraiment conscient, peut-être que effectivement je mets de l'huile sur le feu, je m'en rends pas compte, et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai un peu calmé ça. Peut-être que justement partager une fois ou deux des articles de Nord-Presse et puis tu racontes ça au café à des copains et ils disent mais c'est faux, tu racontes n'importe quoi, c'est un sentiment de honte qui est un bon moteur en fait. Ça permet de se poser des questions et de faire plus attention par la suite en se disant mais il y a des gens en fait, ils font juste du business pour me manipuler en fait. Et du coup je pense que c'est intéressant et pour le coup je vous spoil un peu, j'ai envie et j'ai peut-être un projet avec des Français pour le faire, d'avoir un site, mais du coup il faudrait des moyens, qui va faire blindé de pubs, et du coup il va falloir aussi s'arranger avec les réseaux sociaux pour qu'ils les bloquent pas, mais peut-être qu'ils les bloqueront même pas. Faire des grosses pubs sur Facebook, Twitter, etc. avec des fausses infos hyper énormes pour pousser les gens à cliquer dessus, et que là-dessus tu aies un warning directement pop-up, machin, vous avez fait piéger, et essayer de les amener vers plus de réflexion, de les amener vers le fait que là vous venez de partager un truc qui allait juste dans votre sens, et qui est basé sur rien du tout. Il y a de la pub potentiellement sur ce site, vous venez de participer à de la désinformation et de gens qui en fait vous racontent n'importe quoi pour se servir de vous. Faites attention. Et je pense que par là on peut aller chercher ces gens-là, parce qu'aujourd'hui, et peut-être aussi que je me trompe vraiment, hein, mais ce que j'arrive à faire, ou que j'ai réussi à faire en tout cas, et qui est pas mal, c'est d'arriver à toucher des gens, vous voyez notamment dans le complément d'enquête, des gens qui disent ah non mais moi les médias traditionnels je regarde jamais, et on leur demandez quoi les fact-checking sur les fausses infos que vous lisez sur internet, qu'est-ce que vous en pensez? Et le gars il répond ah ben quand il y a un fact-checking c'est que justement on est sur la bonne voie, que c'est bidon, enfin voilà. Les gens n'ont de toute façon aucune confiance en le fact-checking, et je vous renvoie justement, et si jamais vous voulez bien écrivez-moi, à cette étude américaine qui disait que il y avait, et je n'ai plus le pourcentage, mais il est monumental, de personnes qui ont voté Trump qui affirment qu'ils ont une mauvaise opinion du fact-checking en tant que tel, quoi. Donc il y a plein de gens qui aujourd'hui, ma propre mère s'en fout des faits. Elle veut lire des trucs qui vont dans son sens, elle s'en fout. Et on est les gens qui parlent de post-vérité, etc. dans ce problème-là. Et du coup, moi je pense que c'est pas si mal que ça de continuer à essayer de piéger les gens. J'espère avoir en tout cas fait plus réfléchir de gens que d'en avoir manipulé qui après ont eu des idées de merde. Mais c'est vrai que je peux pas en être sûr et que c'est jouer avec le feu, j'en suis convaincu. Et c'est peut-être faire un petit peu des petits feux chez les gens pour qu'ils apprennent à les éteindre, mais parfois ils brûlent peut-être, j'en sais rien. Donc je comprends votre réflexion. Moi-même je me la pose beaucoup, c'est pour ça que j'ai beaucoup reculé par rapport à ça. Qu'avant j'allais piéger des couillons, les groupes d'extrême droite et tout, et bosser le méga partout, je fais moins ça parce qu'effectivement les gens sont tellement méga cons que les gens ils s'apprennent rien, quoi. Donc voilà. Alors Vincent, j'ai été journaliste chez Sud Presse, j'espère que tu vas pas me tuer. C'est pas grave, non, dis pas ça, non, il y a plein. Et il y a beaucoup de choses à critiquer chez Sud Presse, mais quand je suis sorti de l'école de journalisme, il n'y a qu'un seul média qui m'a embauché, c'est Sud Presse. Donc voilà. Je voulais revenir par rapport à, au manque de formation que tu dénonçais chez les journalistes. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire en une semaine un article sur l'installation d'une imprimante 3D, sur un mec qui fait des maquettes de la Seconde Guerre mondiale, sur un mec qui installe un rucher, sur l'installation de l'Omnisport. À partir du moment où, quand tu arrives le matin, ton objectif c'est de remplir un journal à tout prix à la fin de la journée, tu peux pas me demander d'être expert en maquette, expert en ruche, expert en... C'est juste impossible. C'est juste impossible. Tu voulais faire une réponse? Non, c'est une question. Ah ok. T'as raison. T'as raison. Moi c'est pour ça que je pense, et que par exemple l'avenir je trouve a pris un tournant qui est plus comme ça, j'ai l'impression en tout cas, de vraiment se concentrer sur la presse locale et justement ne pas traiter moins traiter peut-être des informations sur lesquelles effectivement ils ne sont pas experts. Et c'est ça le problème je trouve dans les rédactions en général, c'est qu'il manque de personnes vraiment expertes et qu'on a des journalistes qui sont censés connaître un petit peu tout, mais en fait tout le monde ne connaît rien finalement. Et il y a des trucs comme ça, par exemple sur l'astronomie, quelqu'un m'avait dit, j'avais vérifié un peu, effectivement c'était impressionnant, que dans les médias français, dans les meilleurs, il y a 2-3 ans en tout cas, c'était TF1 sur l'astronomie, parce qu'ils avaient une personne
hyper spécialisé, qui était doctorant en astronomie et qui est devenu journaliste derrière. Mais on en a peu aujourd'hui, en tout cas il me semble, dans le paysage médiatique belge notamment, et français aussi, de personnes qui ont une vraie expertise et qui deviennent journalistes et qui veulent mettre cette expertise au service du public, parce que souvent les rédactions, les directions, machin, veulent des gens qui savent tout faire. Ils veulent pas d'experts, quoi. Mais peut-être que je me trompe, mais pour une presse quotidienne, effectivement, c'est très compliqué. C'est ça. Du coup, en tant qu'ancien étudiant en journalisme, j'en remets une couche. Les études de journalisme, c'est quand même des études par excellence généralistes. Vous allez avoir un cours de droit public, vous allez avoir un cours de psycho, vous allez avoir un cours d'orthographe et de grammaire d'ailleurs. C'est le cours que je recule mieux, donc ça m'a servi toute ma vie. Mais vous avez vraiment, c'est très généraliste et c'est très difficile d'être spécialisé dans quelque chose. Et c'est vrai qu'en général, le schéma, c'est plus quelqu'un qui a fait des études extérieures, qui va rentrer dans une rédaction et qui sera spécialisé dans un domaine. Donc on a toujours ce problème voilà, on doit être généraliste dans un moment où on ne trouve pas les informations facilement. Il faudrait, à l'occasion, ce serait vraiment bien de se pencher sur la sociologie du journalisme, parce que les journalistes ne sont pas des gens méchants, c'est des gens qui veulent bien faire la majorité du temps, dans des contraintes extrêmement complexes. Vous avez 2200, 2400, 2500 caractères. Quand vous avez 2 heures, franchement, c'est bien. Parce qu'en général, vous n'avez pas 2 heures pour taper un article. Et quand je dis 2 heures, c'est 2 heures prises en compte de l'information. L'information arrive sur votre desk. Vous avez 3 dépêches que vous devez redigérer dans quelque chose, apporter une patte éventuellement parce qu'il y a une ligne éditoriale que vous essayez de suivre. Bref, tout ça fait que la plupart du temps, vous ne faites que répéter ce que quelqu'un d'autre a écrit ailleurs. Il y en a même, on ne va pas se mentir, dans les pigistes, il y en a qui trichent, qui vont chercher dans la presse régionale. J'ai des potes ici en Belgique qui allaient chercher dans la presse régionale en Occitanie des articles à copier-coller directement, quasiment à quelques mots près, quoi. Parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on court, parce que. Donc ça, c'est quand même. C'est pas pour alléger la responsabilité des journalistes, mais dans la méthode de rendre rentable la diffusion d'une information que par ailleurs tout le monde peut trouver n'importe où ailleurs très rapidement, parce que Internet, ça a été vraiment ça, c'était l'explosion des presses régionales et des presses nationales. Ce que vous avez sur le soir, c'est quasiment la même chose que ce que vous avez sur le monde, redigéré d'une certaine manière, et encore sur le soir en ligne, effectivement, c'est 1000 fois pire. Parce que les rédactions en ligne sont déshéritées, ou ce sont des résumés d'articles qui sont dessus. Tout ça, ça rajoute dans une information qui est incomplète. C'est pas pour vous dire soyez gentils avec les journalistes, mais comprenez que si vous traitez le journalisme comme étant celui qui va vous apporter l'ensemble de la réflexion, vous vous trompez. Si par contre vous le traitez comme quelqu'un qui va aborder le début de la réflexion, que vous allez enrichir par vous-même ou par d'autres cercles, alors là, éventuellement, il y a encore quelque chose à faire. De nouveau, c'est l'éducation aux médias. Et je pense que c'est peut-être une dernière question, alors, et puis on va continuer autour d'une bière à l'extérieur, parce que tout le monde a un peu chaud. Ah ouais, mon G, s'il me tue. Voilà. Je transfère pas beaucoup d'habitude avant, ça me stresse et tout, je suis en train de mourir. Si je le Ça serait d'être un peu bref alors. Mais c'est pas vraiment une question, mais plus une réflexion par rapport au projet que tu as énoncé. C'était aussi qu'aujourd'hui, au niveau des médias, au niveau des Facebook et autres, il y a aussi un autre danger, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en commentaire, et je l'ai vu, et j'ai vu sur un exemple où c'était un post partagé par Interview, donc c'est pas forcément des gens simplement du livre du coin qui donne sa réflexion, où les gens vont faire une réflexion, et il y avait quelque chose comme 500 commentaires, et en fait, moi j'ai ouvert l'article, et c'était payant. Et j'ai même pas pu voir le truc, et c'était pas un truc générique, quoi. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque que les gens s'arrêtent à juste le titre, et ne vont pas plus loin non plus? Là-dessus, je me pose la question depuis longtemps, j'ai aucune réponse à ça. Parce qu'à la fois, je trouve que c'est super important que les médias vendent leur info, parce que l'info, ça a de la valeur. Et puis à la fois, quand ils partagent des trucs sur Facebook où tu as que 3 lignes et que personne en fait, ne lit ce qu'il y a dedans, les gens réagissent sur 3 lignes. Quoi. Donc, j'ai aucune réponse à ça. C'est effectivement. Je crois que c'est Mediapart ou le Canard enchaîné, je sais plus qu'il y avait. Je crois que c'est Mediapart qui a décidé de couper tous les commentaires sur Facebook, parce que maintenant tu peux couper les commentaires sur tes publications Facebook. Parce qu'en fait, Mediapart se rendait compte, ils sont suivis par beaucoup plus de gens que d'abonnés. Donc la plupart des gens qui commentent ne sont pas abonnés et commandent des trucs qu'ils n'ont pas lus finalement.
Mais pour les médias, fatalement, ça donne de la visibilité, ça fait monter le truc dans les algorithmes, donc ils n'ont pas envie de le couper non plus. Donc je crois que les réseaux sociaux sont les pires ennemis des médias finalement, même si ça leur permet d'exister, parce que ça faut aborder. J'ai aucune réponse à ça, et moi-même, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas du tout. On devrait effectivement, théoriquement, essayer de commenter les gens qui ont lu. Mais alors, il faut couper les commentaires sur les réseaux sociaux et les garder sous l'article, comme fait Le Monde ou d'autres. Même plein de médias, en fait. Hein. Tu dois être abonné pour pouvoir commenter sous l'article à l'intérieur, pas sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a encore une personne qui veut prendre la parole, qui veut poser une question, qui veut prochain? Ouais, en fait, j'ai un peu envie de faire un peu un lien entre ces journalistes qui n'ont pas le temps, parce que j'ai un pote qui est chez Médor, et pendant le Covid, j'avais réagi, j'avais écrit à la RTBF parce qu'ils avaient fait un reportage complètement ahurissant, et moi, en 10 minutes de temps, j'ai fait 2-3 recherches sur Internet, et j'avais pu voir que les informations, elles étaient justes. Donc ces journalistes qui sont pressés d'un côté, obligés de répondre à des attentes d'un côté, et de l'autre, toutes ces personnes qui vont voir toutes ces informations, les gens lambda, que ce soit la presse papier, sur Internet, ou qui regardent RTL, FPF, moi j'ai l'impression qu'il y a un lien entre les deux. J'ai l'impression qu'ils vont pour les mêmes raisons, avec leur biais de conformité, biais d'appartenance, ils vont aller chercher les infos, ils vont un peu faire parce qu'ils n'ont pas le choix. Voilà. Et, eux, ils vont aller chercher de l'information parce que la vie est super chiante, parce qu'ils sont pressurisés, et donc c'est plus confortable pour l'esprit d'aller chercher ces infos-là, parce que avec toutes les merdes qu'il y a dans le monde, c'est tranquille. Et de l'autre côté, le journaliste, il doit donner à bouffer à son chat, son chien, ses enfants. J'ai parlé des animaux avant, c'est quand même bizarre. Mais bref, voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a un peu un lien, que c'est plutôt notre système qui engendre ça, et que c'est un peu pour les mêmes raisons que autant les journalistes ont du boulot de merde, et que de l'autre côté, les gens vont chercher de l'information de merde, si je peux caricaturer comme ça. Donc je voulais juste poser cette réflexion-là, cette opinion. Je vais même rebondir directement pour dire qu'il y a un des très grands mythes chez nous, dans nos démocraties, c'est cette idée que si c'est révélé par la presse, ça va changer. Alors on voit bien pour les questions des violences policières, par exemple, on les filme sous toutes les coutures. Je vous rappelle, on est en Belgique, le jour où aux États-Unis, Derek Chauvin a été condamné pour l'assassinat, pour le meurtre qu'il avait commis. Ici en Belgique, les 8 policiers qui avaient tué Levin Bongoura en l'écrasant sur son matelas parce que c'est un noir et que c'est difficile de sortir de son appartement en noir, ils étaient blanchis devant la chambre du conseil à Ostende ou à Gand, je ne sais plus. Ils étaient totalement blanchis de toute poursuite et la presse a tapé une demi-ligne dessus. Donc il y a ça aussi, il n'y a pas juste l'information qu'on veut voir, l'information qu'on ne veut pas voir. Il y a aussi des invisibles fondamentaux. Le journaliste, c'est une personne qui habite dans ce pays-ci. Si ce pays-ci, fondamentalement, a un problème de racisme systémique non traité, le journalisme s'en ressentira. Ça va appuyer. Je prends l'exemple du racisme systémique parce que c'est un truc qu'on peut attester relativement facilement. La presse va servir de caisse de résonance à une espèce de pain de racisme systémique. Elle va amplifier. Effectivement, il n'y a pas de sortie parce que c'est systémique. D'où la question des presses alternatives, d'où la question des formations des publics, d'où la question de comment est-ce qu'on sort de ce rôle. Moi, je voulais vraiment mettre en avant les processus fonctionnement humains, en fait, naturels, qui font que d'un côté, on va chercher de l'information de merde, et que de l'autre côté, on ne fait pas son boulot avec éthique et morale. C'est ça que je voulais. Mais que c'est humain, en fait. C'est tout à fait humain, c'est comme ça que je tiens. Je vous rappelle juste pour la petite histoire que Le Soir, c'est un journal qui était gratuit à la base, qui était financé par la publicité quand il est apparu à la fin du 19e siècle, qui était distribué gratuitement jusqu'au premier étage. C'était ça leur slogan. Au-dessus du premier étage, il fallait payer pour l'avoir à la maison. Donc c'est vraiment un vieux système économique sur lequel on a bâti toute la presse. Et il faut l'interroger, il faut le dépasser, on a tous les outils pour. Allons-y. Conclusion pour... Merci. Merci à vous, j'espère que ça a été. Je suis désolé si peut-être ça a pris du temps.
Mais ouais, merci à tous pour votre présence. Vraiment, c'était une super première. À la toute première de Skeptics in the Pub à Londres, ils étaient 30, on les a pas tous. Voilà. Allez. Je vais juste vous dire, n'hésitez pas, peut-être que vous n'avez pas réussi à rester. Si jamais moi je reste jusqu'à 22h30, vous voulez boire un verre, faire des trucs là, n'importe quoi. Voilà, désolé, moi, je coupe mon cerveau maintenant. Merci à tous en tout cas d'être venus. Désolée pour la longueur. Une fois, je mettrai un shot. Merci avec vous. Ça va, ça a été bien. Ouais. Les réponses, ça passe pas. Le principal.